Voilà. Alors. Vous voyez bien les transparents? Oui. Oui. C'est bon. Alors, donc, je vais vous présenter un modèle de champ de Markov caché avec une estimation bayésienne pour les données de comptage. Donc, c'est un des travaux que j'ai fait avec Florence Forme. Je pourrais même dire Julien, d'ailleurs, parce que je me suis appuyé en très grande partie sur la version gaussienne qu'ils avaient développée. Et puis, je tiens aussi à remercier Frédéric, parce que je vais dire pourquoi juste après. Donc, en fait, c'est un exposé qui est un peu un prétexte à une discussion qui sera peut-être la partie la plus intéressante de cette session sur la spatialisation de modèles en écologie. Donc, je vais commencer par un état de l'art. Et en fait, comme je n'y connaissais rien, en gros, c'est Frédéric qui m'a envoyé tous les bons articles. Donc, voilà, si vous êtes content de cette partie-là, vous pourrez dire que c'est grâce à lui. Puis si ce n'est pas très bien fait, vous pourrez dire que c'est parce que je ne connais pas très bien le domaine. Et voilà. Donc après, je vais partir sur des approches qui sont assez différentes finalement de ce que je vais présenter dans l'état de l'art, qui sont des approches par segmentation. Et puis donc le modèle que nous on développe, qui est basé sur des champs de Markov cachés. Donc, je parlerai un petit peu de la manière dont on estime la loi a posteriori et les paramètres par VBEM. Et puis après, dans la discussion, j'aimerais bien qu'on aborde la question de est-ce que c'est pertinent en écologie ce type d'approche. Alors, quelques notations. Donc on est dans un contexte de données géostatistiques. Donc on a des observations YJ qu'on va supposer en dimension D et qu'on observe dans plusieurs endroits LJ, qui sont souvent R2, je pense. Et puis on observe des covariables XJ, il y en a P. Et donc on considère qu'on veut modéliser ces YJ ou les expliquer ou les prédire. Et pour ça, par exemple, on va utiliser des JSDB. On va, disons, utiliser un modèle que je ne spécifie pas pour l'instant complètement. Donc, il dit simplement, on prédit YJ à l'endroit LJ avec les prédicteurs XJ, et puis le modèle dépend de paramètres θJ. Ou alors, dans une approche bayésienne, on aura une loi jointe pour YJ et θJ, et puis on voudrait trouver la postérieure de θJ. Alors, ça, c'est plutôt adapté à des hypothèses où il y a potentiellement la variable YJ, elle a un sens en tout lieu de l'espace, dans tout R2. Et on pourrait, même si on a observé un échantillon fini, on pourrait essayer de prédire YJ en n'importe quel point de l'espace. Une variante, c'est quand on a cette fois des observations qui sont plus intrinsèquement discrètes, qu'on observe sur un graphe et que ça n'a pas forcément de sens d'essayer de prédire en dehors des points du graphe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle alors en anglais, really reference data, donc je pense données référencées spatialement en français. Par opposition aux données géostatistiques qui, je pense, sont plus dans l'esprit continu. Donc, la question qui se pose ici, c'est ces modèles, on va souvent faire l'hypothèse qu'ils sont indépendants, disons, soit que c'est carrément le même modèle à tous les endroits, soit qu'ils sont indépendants spatialement. Alors, on voudrait un petit peu s'affranchir de cette hypothèse et introduire des dépendances spatiales avec les objectifs suivants. C'est soit, justement, savoir si ces dépendances spatiales existent, ou alors s'il n'y en a pas, si c'est justifié de ne pas les prendre en compte. Si elles existent, du coup, on peut espérer, en les prenant en compte, d'améliorer des intervalles de confiance, des intervalles de crédibilité sur les paramètres, d'avoir des estimateurs
sans biais, c'est-à-dire en fait de les rendre plus robustes grâce à la prise en compte de l'aspect spatial, et éventuellement de revoir des critères de validation de modèles. Donc cet aspect de robustification spatiale, derrière, l'idée générale, c'est que on peut avoir un échantillonnage qui donne lieu à des tailles d'échantillons plus élevées à certains endroits, plus faibles à d'autres. Et donc, c'est de tirer parti pour des régions contiguës et échantillonnées de manière inégale, tirer parti de la dépendance pour mieux prédire les zones faiblement échantillonnées. Après, un intérêt possible de prendre en compte les dépendances spatiales, c'est que l'environnement, on le caractérise par nos covariables XJ, et ces covariables, elles sont nécessairement partielles, hein, donc il se peut que disons, on puisse absorber une partie de l'effet environnement qui n'est pas explicitement représenté dans les covariables via la dépendance spatiale, si on a des points, des environnements proches qui partagent la même caractérisation XJ. Alors là, j'entre un petit peu dans l'état de là, et je vais distinguer disons, deux grands types d'approches, des approches par lissage et des approches discrètes. Donc les approches par lissage, ça va être des approches qui vont s'attacher à prédire un paramètre continu qui est défini en tout point de l'espace à travers des variables latentes continues. Alors, le modèle qui est assez bien connu, souvent utilisé, je pense, c'est le modèle CAR, hein, pour conditionnellement autorégressif. Et celui-ci, il a été développé dans le cas de données qui sont indexées par des graphes. Alors, si on a des données qui ne sont pas indexées par des graphes, j'en dis deux mots, et bien souvent ce qu'on fait, c'est qu'on construit un graphe. Alors, on construit un graphe souvent, alors qui peut être avec des arêtes pondérées ou pas pour la distance, soit c'est des arêtes binaires, quoi, elle est présente ou elle est absente, soit un graphe complet avec des pondérations sur les poids. Et donc, il y a plusieurs méthodes en fait, pour construire des graphes, hein. Les plus classiques, c'est de prendre pour un sommet tous les autres points qu'il y a dans un rayon spécifié, epsilon. Il y a l'approche un peu duale qui est de fixer le nombre de voisins, donc les cas plus proches voisins où K est fixé. Et puis il y a les graphes de triangulation de Launay, graphes de Gabriel. Voilà, je pense que c'est les méthodes les plus classiques. Et puis, donc il y a la pondération possible par une proximité, c'est-à-dire une fonction décroissante par rapport à une distance. Alors, ces modèles de lissage, ils consistent à introduire un effet aléatoire UJ dans notre modèle de référence. Alors, ce modèle, un petit peu, pour entrer dans les choses un peu plus précises, je vais faire l'hypothèse qu'il est dans la famille GLM, en un sens un peu large, et je le note P de YJ, sachant θ scalaire XJ. Et puis là, notre effet aléatoire UJ, eh ben, il n'est pas indépendant. Dans le cas des modèles CAR, c'est un modèle gaussien dont la matrice de précision est déterminée par la matrice de voisinage dans notre graphe G. Donc les choix usuels pour cette matrice de précision, c'est soit de prendre une matrice de 0,1, soit les poids dont je vais parler tout à l'heure, hein, qui correspondent à la proximité. Alors ça, c'est pour les coefficients hors diagonale, et pour les coefficients diagonaux, ce qu'on prend, c'est moins la somme des autres poids. Alors là, en fait, si on se rend compte que les colonnes, elles sont reliées par une relation linéaire, et donc le modèle n'est pas identifiable. En fait, la matrice, elle est de rang n-1, où n, c'est le nombre de points d'observation.
Donc, souvent, bon, ce qui fait qu'en fait, le vecteur qui est bien défini, c'est le vecteur des différences entre les UJ. Si on veut que le vecteur U soit, lui, et une loi qui soit propre, en fait, on peut ajouter une contrainte linéaire, par exemple, que la somme vaille 0. Alors, bon, il y a différentes techniques d'estimation. Dans le cadre bayésien, c'est par MCMC ou échantillonneur de Gibbs. Je ne vais pas plus entrer dans les détails, parce que ce n'est pas, voilà, pas vraiment ce sur quoi je veux insister. Alors, comment ça se passe cette fois quand on veut vraiment un modèle aussi continu en espace, c'est-à-dire pas seulement sur un graphe. Alors ça, pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire? Parce que, alors, en fait, il y a deux cas de figure, hein. Il y a le cas où c'est naturel, on a, disons, collecté naturellement des données dans des sites dont on connaît les positions géographiques. Donc on peut avoir une indexation par un couple de réels. Il y a des fois où il y a des endroits où, quelque part, notre topologie, elle n'est pas connexe. On va avoir des mers, des îles, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, voilà, ça, c'est pour trancher entre graphe ou pas graphe. Alors, dans le cas où, cette fois, il est pertinent de vouloir considérer notre variable y dans tous les points L de l'espace R2, à ce moment-là, il y a des méthodes qui ont été proposées pour étendre les effets aléatoires sur des graphes à des effets aléatoires qui sont en fait des processus gaussiens, donc d'espérance nulle, et puis avec une certaine fonction de covariance K. Alors là, ce qui est proposé un peu classiquement, c'est une fonction qui dépend de deux paramètres, taux carré, et puis une fonction ρ qui est la fonction de la distance entre les deux points, hein, du moins U'. Voilà. Ρ, souvent, ça va être en réalité la norme. Et donc, on va faire l'hypothèse que qu'il y a donc cet effet aléatoire UL qui suit le processus gaussien, et puis éventuellement un bruit ID epsilon L. Et notre Y, il dépend donc des prédicteurs XL, et puis de l'effet aléatoire UL, et puis avec ce bruit epsilon L qui est un bruit indépendant. Voilà. Donc, je vous rappelle, l'avantage de ces modèles, c'est de donner un sens à la prédiction de YL en tout point de l'espace. Alors, il y a, en fait, disons, quel est l'enjeu un petit peu dans les modèles spatiaux que je vais aborder après? C'est de répondre à deux objectifs qui vont un peu en sens contraire. Le premier, c'est d'avoir des estimations de quantité d'intérêt, donc soit Y, soit θ, qui soient spatialement bien résolues. Donc, on voudrait l'échelle la plus fine autant que possible pour la prédiction, l'échelle spatiale. Mais plus on a un modèle finement résolu spatialement, et puis moins on a des échantillons de taille importante par unité spatiale. Et donc, ça va à l'encontre d'une précision satisfaisante d'un point de vue statistique. Donc, voilà, ça paraît contradictoire, et donc il y a des approches qui combinent, enfin, qui résolvent un petit peu cette contradiction via des approches multi-échelles. Donc, c'est celle proposée par l'article de Banerjee et ses collaborateurs, où ils ont alors, ils ont déjà des données multi-échelles, c'est-à-dire que, alors là, c'est représenté par la figure ici. On a ici des petits, on va dire des triangles, qui représentent des macrosites, et puis chaque macrosite est divisé en 4 microsites. Et donc, il est possible de raffiner un petit peu l'approche que j'ai présentée juste avant en définissant un processus gaussien qui est structuré par bloc, suivant qu'on se trouve dans deux microsites qui sont à l'intérieur
d'un même macrosite ou alors dans deux macrosites différents. Alors, après, j'ai essayé j'ai tenté de présenter de manière unifiée 3 approches qui visent à définir des effets aléatoires, cette fois spatialisés, explicitement dans des GLM qui correspondent à des JSDM. Donc, cette fois, on va considérer que YL, c'est un vecteur. Donc, YLJ, ça va être souvent le nombre d'individus de l'espèce J observés à l'endroit L. Et donc, ils se formulent tous sous la forme d'un GLM où on a un prédicteur linéaire qui est lambda LK et qui s'écrit sous la forme la bêta scalaire XL. Et puis après, ici, il y a une réduction de dimension ou des facteurs, en tout cas des facteurs latents, L fois oméga, et puis éventuellement un bruit additionnel indépendant, EL. Alors, donc, ce modèle L oméga, c'est un modèle à facteurs latents où les facteurs, c'est les oméga. Donc, on a une matrice oméga dans les colonnes, c'est les vecteurs colonnes oméga 1, oméga k, qui sont des vecteurs gaussiens indépendants pour les différents cas. Par contre, pour un cas fixé, eh ben, il y a, entre les composants de oméga k, il y a une matrice de covariance sigma k. Et puis le bruit additionnel EL, c'est un bruit gaussien avec une espérance nulle encore, et puis une matrice de covariance xi. Alors voilà, ça c'est le dénominateur commun entre 3 modèles. Le premier proposé par Thornton et ses collaborateurs. Bon, ils estiment le modèle par maximum de vraisemblance. Et là, la partie bêta XL, elle n'existe pas en fait. Tout ce qu'on a ici, c'est une constante à la place, bêta 0 si vous voulez. Et puis, donc il y a... Alors, en quoi ce sont des modèles spatiaux? C'est parce que la matrice sigma k qui structure, enfin qui détermine, disons, la covariance entre les composantes de oméga k, eh ben, elle peut être structurée spatialement. Et donc, c'est le cas dans cette approche de Thorson et al. Et là, c'est en l'occurrence une matrice de Materne paramétrée par la distance entre deux sites. Et puis ici, on a quelque part les résidus, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des résidus, en tout cas, la variable spécifique à chaque site, ou indépendante d'un site à l'autre, c'est une matrice, c'est des vecteurs gaussiens dont les composantes sont indépendantes d'une espèce à l'autre. Alors, il y a, après l'approche de Ovaskainen et ses collaborateurs, c'est une approche où eux, cette fois, par rapport à l'approche de Thornton, ils ont introduit ces covariables XL, et puis ils ont structuré un peu différemment la matrice des facteurs latents en la faisant dépendre non seulement de la distance entre deux sites, mais en plus en introduisant un facteur alpha k qui détermine la résolution de l'échelle spatiale à laquelle opère cette composante latente. Et puis, bon, là, ils introduisent aussi ce bruit EL aléatoire avec ici des composantes indépendantes. Et puis, il y a l'approche qu'a présenté Stéphane la dernière fois, qui est une approche où, cette fois, il n'y a pas de bruit epsilon, E, si vous voulez, il n'y a pas de bruit EL. Et puis, la matrice sigma qui régit les dépendances entre les composants de oméga, eh ben, c'est l'identité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance. Donc, c'est l'approche d'ACP probabiliste de Bishop, en fait. Bon, mais inclus dans un GLM, enfin bon, pour ceux qui étaient là, vous avez vu ça la dernière séance. Alors,
Je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, bah en fait, ce que je n'ai pas explicité ici, c'est ce que c'est ce L, hein. Donc, c'est ça le rôle des composantes principales, c'est la matrice de Loadings en anglais. Alors, on peut se demander, moi, je n'ai pas de réponse, parce que je n'ai pas bien réfléchi à la question, mais on peut se demander dans quelle mesure c'est utile d'ajouter cette composante EL et dans quelle mesure ça met en danger ou pas l'identifiabilité du modèle vis-à-vis de la partie facteur latent, quoi. C'est une question qui n'est pas abordée par les auteurs. Juste une remarque par rapport à ça, peut-être. J'ai l'impression que ce EL pourrait être vu comme une sorte de surdispersion s'il n'y a pas ce L oméga. Absolument, je pense que ça vise à ça. Ouais. Voilà. Donc, mais effectivement, la question c'est est-ce que c'est identifiable quand L et oméga existent, quoi. Oui, oui. C'est pas bien clair. Ouais. Merci. Alors je ne connais pas grand-chose en criblage, mais comme c'est une méthode qui, je pense, est très utilisée, je ne pouvais pas ne pas la mentionner. Donc, le criblage, c'est souvent vu, je pense, comme un outil d'interpolation plutôt qu'un modèle, mais en réalité, on peut voir ça comme un modèle, hein. On peut voir ça comme un modèle gaussien avec un processus gaussien comme prior sur des ensembles de fonctions. Et ce que ça fait, en tout cas, c'est que ça produit une interpolation qui est optimale. Donc, c'est une interpolation linéaire en utilisant des combinaisons linéaires des valeurs observées qui est optimale parmi la classe des estimateurs linéaires non biaisés. Donc, bon, c'est du Gauss-Markov, en fait, mais au lieu que ce soit en régression classique, c'est en interpolation spatiale. Et donc, voilà, c'est bien utile. Il y a différents types de criblage. En fait, il y en a beaucoup. Là, je vous parle du criblage ordinaire. La difficulté, c'est de savoir comment appliquer ces méthodes quand on a des modèles hiérarchiques, d'une part. Modèle hiérarchique, ça veut dire que dans des modèles où il y a ces I, alors je reviens à transparent ici, des modèles où il y aurait, alors c'est pas encore exactement ce que je voulais, des modèles où il y aurait des YJ et des θJ. Si la quantité qui nous intéresse c'est θJ et qu'on fait un criblage sur θJ, eh bien là, je pense que comme θJ, comme c'est latent, on perd les propriétés d'optimalité en réalité. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quand on a des données de comptage. Si on veut appliquer le criblage cette fois au niveau des observations, YJ, eh bien, on ne peut plus faire cette hypothèse gaussienne. Et alors, du coup, et alors, je ne me suis pas penché sur la question, mais est-ce qu'on peut faire mieux que le criblage, enfin, comment on transpose en réalité la méthode de criblage quand on a des données qui sont plus gaussiennes? Voilà. Alors maintenant, ça c'était pour présenter un petit peu ces méthodes de spatialisation basées sur des effets aléatoires continus, donc continus soit en valeur, donc dans des espaces de réalisation continue, soit indexés par des valeurs continues. Là, je vais présenter une deuxième classe d'approche, et c'est celle que je vais développer, puisque notre modèle s'inscrit dans cette perspective, c'est celle des approches discrètes. Donc, je vais présenter ça dans le contexte de l'estimation de cartes de risque, et puis après, je vais dire en quoi ça peut être intéressant ou pas pour l'écologie. Donc, on va partir de l'hypothèse qu'on veut estimer un paramètre qui correspond à un risque. Un risque parce que les données les événements dont on a des comptages, c'est des événements qui sont plutôt désagréables, donc des maladies, des accidents de voiture, des choses comme ça. Et donc, on a des mesures à l'échelle d'une région. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est avoir une carte qui permette d'agréger des régions, souvent spatialement proches, qui ont des mêmes niveaux de risque.
Donc, pour résumer, dans les data, donc les données, c'est des données de comptage YJ, dans la région J, je me suis trompé. Et souvent, ça va être accompagné d'un prédicteur, d'une covariable, qui permet quelque part de normaliser le risque, c'est-à-dire les comptages par rapport à une autre variable de référence, donc la taille de la population, le nombre de cas à risque, des choses comme ça. Bon, là, je présente des cas discrets, mais en réalité, n, la variable n, elle n'a pas besoin d'être univariée, elle n'a pas besoin d'être discrète. Alors, ça, c'est des approches qui ont été un peu utilisées en écologie. En fait, je pense très, très peu. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un article de Berg et ses collaborateurs qui appliquent ça à des compositions de forêt pour essayer de trouver ce qu'ils appellent des communautés de forêt, mais en fait, qui sont des types de forêt, voilà, caractérisés par leur composition en un certain nombre d'arbres, avec des lois multinomiales. Et puis, ce que j'ai trouvé, c'est, alors c'est pas tout à fait de l'écologie, mais en fait, c'est un peu lié, c'est obtenir des cartes de type de terrain et de faire du clustering, donc, mais avec des dépendances spatio-temporelles, parce qu'il y a un suivi, enfin, il y a des acquisitions périodiques qu'est-ce que c'est comme type de données? C'est des données satellites, je pense. Donc, voilà, il y a des dépendances à la fois spatiales et temporelles. Mais j'ai rien trouvé d'autre. Bon, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le signaler. Alors, voilà l'exemple que je vais développer. C'est l'exemple de nombre d'accidents de voitures dans la région de Melbourne. Donc, on a ici la taille de population dans les différentes sous-régions. Après, on a la carte centrale, c'est le nombre d'accidents de voiture dans les régions. Et puis, le risque, c'est le ratio des deux. Donc ici, dans un premier temps, j'ai simplement tracé ce ratio, puis j'ai fait des classes, en fait. Voilà, et donc c'est ce ratio qu'on veut modéliser, mais cette fois en tenant compte des dépendances spatiales et puis de la variabilité dans le nombre d'accidents. Donc là, on va se placer encore une fois dans une approche où on a un graphe sous-jacent. Alors là, le graphe, il est naturel, hein, puisqu'on a déjà un découpage en régions. Donc des régions connectées, c'est les régions qui ont une frontière. Bon, après, donc on vous en est parlé, il y a toujours ce compromis résolution spatiale et taille d'échantillon. Hein. Là, on avait 5 échelles spatiales. Bon, j'en ai choisi une qui était intermédiaire. Et alors voilà l'approche qu'on propose, c'est une approche donc, discrète au sens où on cherche un nombre de paramètres qui est discret. Hein, ce n'est pas des effets aléatoires continus U comme tout à l'heure, mais c'est un petit peu la version discrète du problème où, alors, on va utiliser une approche type champ de Markov caché, ou, alors dans un premier temps, mais on va après s'affranchir de cette hypothèse, on va faire l'hypothèse qu'on a k valeur possible du paramètre de risque. Et ce paramètre de risque, en quoi il est lié à la population et au nombre d'accidents? Eh bien, on a donc une partition de l'espace en différentes classes de risque numérotées de 1 à k. Pour une région J, on a une variable indicatrice ZJ qui nous dit dans quelle classe on est. Donc c'est ça qui est un petit peu l'équivalent de l'effet aléatoire U qu'on avait tout à l'heure. Et l'hypothèse de loi paramétrique qu'on a, c'est que le nombre d'accidents de voiture, YJ, sachant la taille de la population et la classe, la catégorie de risque, ben ça suit une loi de Poisson dont le paramètre est proportionnel à lambda K, si on est dans la classe K, et puis la taille de population.
Alors, les dépendances, en fait, elles vont se situer non pas au niveau des observations YJ directement, mais au niveau des variables latentes qui indiquent dans quelle classe on est. Donc, des variables discrètes qu'on suppose suivre une loi type champ de Markov sur G, sur notre graphe G. Donc, en fait, ce champ de Markov, il induit la famille de lois suivantes pour la loi jointe des variables z. Donc, c'est une loi qui dépend d'un paramètre bêta et d'un paramètre pi, et qui s'écrit comme, bon, on va regarder cette expression-là, hein, comme un produit là, de paramètres pi en chacun des zj, fois une exponentielle de bêta, et là, on a une somme sur toutes les paires de voisins. Donc ici, on prend une paire de sommets I et J qui sont voisins dans le graphe G. Et là, on a l'indicatrice que, alors c'est un ZI, que ZI et que I et J sont dans la même classe. Donc que ZI et ZJ sont égaux. Alors ça, c'est le numérateur en fait de la probabilité. Et puis au dénominateur, on a une constante de normalisation, donc qui est la somme de ce numérateur sur toutes les configurations Z. Mais des configurations Z, on n'en a qu'à puissance n. Donc cette constante de normalisation, le problème, c'est qu'on ne sait pas la calculer. C'est trop lourd d'un point de vue computationnel. Et en plus, le pire, c'est que ça dépend de bêta. Donc quand il va s'agir d'estimer bêta, ça va nous poser problème. Alors en fait, quels sont les avantages et les inconvénients a priori d'utiliser une modélisation dans ce genre? La première, c'est que comme on a un nombre fini de paramètres interprétés, là, nos paramètres lambda au niveau de risque, eh bien, on va pouvoir essayer de les relier facilement à des variables externes. Et donc, c'est ce que l'on va faire en fait dans l'application que je vais vous montrer. On a d'autres covariables et on va voir si on peut un petit peu s'aider de ces covariables en les discriminant suivant les valeurs de la variable latente du niveau de risque, en fait, Z. Voilà. Alors, c'est une approche qui est dans l'esprit plutôt de segmentation et de détection de rupture. C'est-à-dire qu'on va avoir des zones connexes en termes de niveau de risque, des zones voisines qui partagent le même niveau de risque, et puis tout à coup, on va basculer d'une frontière à l'autre d'une région à une autre zone qui sera avec un autre niveau de risque. Donc, c'est parfait si c'est exactement l'objectif qu'on poursuit, hein. Par contre, ça peut être... bon, on y reviendra après, mais ça peut être un inconvénient si notre objectif c'était plutôt d'interpoler des valeurs de risque. Alors, on pourrait se dire que là, dans l'approche que j'ai présentée, une difficulté, c'est le choix du nombre de classes de risque K. Et donc, ce qui était fait classiquement, c'était de tenter différentes valeurs de K. On se donne une borne, et puis on estime tous les modèles possibles en utilisant tous ces nombres d'états possibles. Et puis après, on a des critères d'information qui nous permettent de juger quel est le meilleur modèle. Le problème, c'est que déjà, estimer un seul modèle pour une valeur de K, c'est long. Alors, répéter ça grand K fois, c'est encore plus long, d'autant que souvent la complexité d'estimer le modèle, elle est quadratique par rapport à K. Donc, ici, je vais vous présenter une approche qui fait plutôt une hypothèse a priori d'un nombre infini, des nombres mais infinis de clusters, mais en réalité, les données ne vont mettre en évidence qu'un nombre fini d'entre eux. Bon, c'est à peu près sûr, puisqu'on n'a qu'un nombre fini de données de toute façon, mais en réalité, on va avoir un nombre de clusters bien inférieur au nombre de données. Donc ça, c'est utilisé en utilisant une loi a priori sur des ensembles infinis dans une approche bayésienne non paramétrique. Donc je vais vous présenter l'idée de cette approche-là. Donc je
vous rappelle que l'avantage, c'est d'éviter d'avoir à fixer à l'avance le nombre de valeurs de risque qu'il y a. Et donc, on va placer une loi a priori sur la suite des valeurs possibles du paramètre de risque, des paramètres de risque lambda 1, lambda 2, etc. Et donc, c'est fait en introduisant des processus de Dirichlet. Donc, je vais dire quelques mots sur les processus de Dirichlet. Donc, on va partir de la définition d'abord, puis après, je vous expliquerai pourquoi on utilise ça, ce qu'on peut en faire. Donc, on a un espace probabilisé, Y, et donc un processus de Dirichlet sur Y, c'est un processus qui dépend de deux quantités, l'un qui est un scalaire alpha, et l'autre qui est une distribution de référence G0. Et alors, le but, c'est d'arriver à définir une loi aléatoire sur Y. Donc, cette loi aléatoire, on l'a définie en fait par le théorème d'extension de Kolmogorov, c'est-à-dire qu'on va la définir sur des éléments, sur des partitions mesurables de taille arbitraire de Y. Donc, on considère une partition A1 AP. Et puis, on va lui donner une probabilité jointe. Donc, cette probabilité jointe, la probabilité de A1 à P, ça suit une loi de Dirichlet de paramètre alpha fois G0 de 1. Donc G0, c'est notre mesure de probabilité de référence. Donc voilà, on a ces quantités alpha P. Donc là, c'est des paramètres admissibles pour une loi de Dirichlet. Et donc, on a défini une probabilité pour chaque partition mesurable de l'espace, mais cette probabilité, elle est aléatoire puisqu'elle suit une loi de Dirichlet. Donc, par le théorème d'extension de Kolmogorov, on a une loi, cette fois sur Y tout entier, et cette loi, encore une fois, elle est aléatoire. Voilà, donc en ce sens, vu qu'on a défini, en fait, on l'a défini à travers des lois de Dirichlet avec des dimensions croissantes, et donc quelque part on a une généralisation de la loi de Dirichlet à des processus. Alors, c'est en fait, il y a différentes manières de définir ou de construire le processus de Dirichlet. Donc là, je vous ai donné la définition de base, mais c'est une autre construction qui va nous intéresser en pratique. C'est la construction qu'on appelle stick breaking, ou en cassant des bâtons, quoi. Et donc, c'est basé en fait sur le résultat suivant, c'est que presque sûrement, les processus de Dirichlet, ils chargent un nombre dénombrable d'atomes. On doit les noter lambda k étoile, en fait. Donc, ils chargent un nombre dénombrable d'éléments de l'espace Y qu'on veut probabiliser. Et donc, ils ont cette représentation-là comme une somme infinie de πk et puis des mesures de Dirac en les atomes lambda k étoile. Alors, comment est-ce qu'on peut, enfin, du coup, comment on choisit ces lambda k et ces πk pour que G soit effectivement un processus de Dirichlet? Et ben c'est là où on casse des bâtons. Donc, pour qu'il y ait la correspondance entre cette représentation et le processus de Dirichlet, il faut tirer les atomes suivant notre mesure de référence G0. Et puis, il faut tirer les πk en prenant un segment de longueur 1. Donc, c'est celui que j'ai représenté ici sur la figure. Notre segment complet de longueur 1, et on va le découper récursivement comme suit. On va tirer une variable aléatoire tau1 de loi bêta, de paramètres 1 et alpha, et ça va nous donner notre premier pi1, en fait. Et puis la longueur qui reste, c'est 1 moins tau1. Ben, ce 1 moins tau1, on va le rediviser suivant une loi bêta en tirant
un nouveau pi2. Alors, ça demande de renormaliser quelque part le 1 moins tau 1, puisque il faut c'est ça, le redimensionner pour que ce 1 moins tau 1, on fasse comme s'il était de longueur 1 en réalité. C'est juste comment dire, multiplié par un facteur de renormalisation. Et puis, après renormalisation, donc on a tiré la fraction pi2. Enfin, non, on a tiré une fraction pi2 de 1 moins tau 1. Et puis, on continue le processus comme ça, récursivement. Et donc, ça nous donne ici une expression de πk en fonction des taux k qu'on a tirés suivant des lois bêta indépendantes. Alors du coup, dans l'approche qu'on va mettre en œuvre, on va faire usage de ces variables latentes taux k, comme vous allez le voir. Alors, en fait, on va modifier ce processus de construction par cassé de bâton pour y introduire des lois, alors des G0 variables, si vous voulez, en quelque sorte. Alors, peut-être j'anticipe un tout petit peu. Ces lambda K, ces lambda K étoiles, qui sont les atomes de notre processus de Dirichlet, ils servent à quoi? Ils représentent quoi? Ils représentent les niveaux de risque. Dans une approche bayésienne, donc ils sont aléatoires, et on veut leur donner des lois a priori. Alors, une possibilité, ce serait de prendre la loi a priori G0, mais nous, on veut être un petit peu plus souple que ça, et on voudrait que la loi a priori du niveau de risque lambda K étoile dépende d'hyperparamètres, ρk. Donc, on va modifier la représentation de stick breaking pour, à chaque fois, tirer lambda K étoile suivant une famille paramétrique G0 qui dépend d'un paramètre ici, ρ, et donc qui va être ρk quand on tire lambda K étoile. Le reste est inchangé, hein, la subdivision récursive grâce aux lois bêta, elle demeure telle qu'elle était. Voilà, c'est cette modification qu'on fait, de sorte que le modèle complet, il s'écrit comme suit. Donc, on va mettre une loi a priori aussi sur le paramètre alpha du processus de Dirichlet. Donc, les hyperparamètres, ce sera S1, S2. On va supposer une loi gamma. Je vous dirai un petit peu pourquoi après. Après, on a donc ce processus de Dirichlet un peu modifié, puisque maintenant, il dépend de paramètres alpha et G0, mais aussi d'hyperparamètres ρ. G0, maintenant, ce n'est pas une loi, en réalité, c'est une famille de lois. Et puis, ce processus de Dirichlet, on va en garder la représentation avec les variables tau, pi et puis lambda. Donc, on va introduire ces variables latentes. Et donc, quand vous verrez dans la suite de l'exposé tau, pi et lambda, pensez qu'en réalité, c'est le processus de Dirichlet qu'il y a là derrière. Alors, les lambda, ils sont... Alors, il y a deux notations équivalentes, donc je vais un petit peu en parler. La première notation, ça consiste à dire, pour chaque observation YJ, on a son niveau de risque associé, lambda J. Lambda J qui est tiré suivant le processus de Dirichlet de manière IID. Et puis, sachant son niveau de risque lambda J, YJ, ça suit une loi paramétrique P sachant lambda J. Bon, pour nous, ce sera la loi de Poisson, rappelez-vous, de paramètres lambda J fois la taille de population NJ. Une autre manière de voir, c'est dire qu'en fait, on a n valeurs parce qu'on a n observations de lambda, mais ces valeurs ne sont pas distinctes. En fait, on a des regroupements, et en réalité, on n'a que grand K valeurs distinctes, avec des valeurs distinctes lambda K étoile, lambda 1 étoile jusqu'à lambda K étoile. Et c'est ces valeurs-là qui sont tirées suivant nos lois a priori. Bon, c'est aussi des lois gamma, en l'occurrence. Bon, enfin, nos lois G0 d'hyperparamètres ρk.
Et puis, on a ces variables, on a nos variables indicatrices ZJ qui dit dans quelle classe de risque on est pour YJ. ZJ qui suit la loi pi, donc c'est une loi discrète, voilà, avec les probabilités πk. Et puis, YJ, sachant l'ensemble de toutes les valeurs possibles pour les paramètres et ZJ, eh ben, ça suit la loi de paramètres lambda étoile ZJ. C'est-à-dire que si le niveau ZJ est K, on a le paramètre lambda étoile K. Ça va? Moi, j'ai une question. Oui. Tu ne mets pas de loi sur rho? Non, on n'a pas mis de loi sur rho. En fait, on va l'estimer par un principe de Bayes empirique, donc de maximisation. On va l'estimer dans VBEM. D'accord. Donc oui, alors donc voilà, on a des paramètres, peut-être il faut que je revienne là-dessus, on a des paramètres déterministes qui sont S1, S2, les ρk, et puis le paramètre bêta de notre champ de Markov. Donc là, j'y reviens. Là, je n'avais pas parlé de champ de Markov. Là, le transparent, ce serait plutôt pour des mélanges indépendants avec des processus de Dirichlet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus indépendance des labels ZJ, mais quand on a de la dépendance spatiale? Eh ben, on remplace les tirages indépendants des ZJ par un champ de Markov de paramètres bêta. Et le reste reste tout à fait inchangé. Donc, voilà. J'ai mis en rouge ce qui était différent par rapport au cas indépendant, c'est qu'on a ce champ de Markov de paramètres pi et bêta sur le graphe J. Voilà. Et donc là, comme je vous disais, on précise un petit peu, dans le cas de Poisson, on précise un petit peu l'a priori qu'on a choisi. On a pris des lois gamma de paramètres AK1, AK2 pour lambda K. Alors, pour estimer ça, il y a différentes techniques qui sont possibles. Nous, on a choisi une approche par VBEM, donc approche Bayes variationnelle avec maximisation par rapport aux paramètres par rapport aux hyperparamètres. Donc, on va distinguer deux types de paramètres. On a des paramètres qui sont déterministes mais inconnus. Phi, donc il s'agit de bêta, alors ça c'est pour le champ de Markov, S c'est pour l'a priori sur alpha, et puis A c'est l'a priori sur lambda. Et puis on a des paramètres qui sont aléatoires et puis qui sont inconnus, qui sont alpha, donc le paramètre de la loi du processus du Dirichlet, et puis les lambda étoiles qui sont les paramètres des lois de Poisson. Et puis par extension, on a d'autres quantités inconnues, qui sont aussi Z et tau, Z les labels, et puis tau les longueurs des bâtons qu'on a couplés dans le processus de Dirichlet. Alors dans une démarche d'estimation dans l'esprit Bayes empirique, on va maximiser la vraisemblance marginale par rapport à phi. Donc la vraisemblance marginale, ça veut dire une fois qu'on a pris la loi jointe définie dans les transparents précédents, et puis qu'on a intégré par rapport à Z, tau et θ. Alors, je vais vous dire quelques mots sur l'estimation par VBEM. Donc, évidemment, on ne va pas avoir d'expression explicite ni du maximum par rapport à phi, ni de l'intégrale, ni de à peu près rien. Donc, enfin, bon, si ce n'est de la loi jointe, c'est à peu près la seule chose qui est explicite. Donc, et encore, on ne connaît pas la constante de normalisation du champ de Markov. Alors, pour ceux qui étaient là, vous allez voir des ressemblances avec l'exposé de Stéphane la dernière fois. Ce qu'on va faire, c'est que ce qui nous intéresse, c'est d'une part ce paramètre phi chapeau obtenu par maximisation, et d'autre part la loi a posteriori
des quantités inconnues. Bon, c'est surtout θ en réalité, mais enfin les autres ont leur intérêt aussi, surtout Z. Donc la loi jointe de Z, tau et phi, sachant les observations et puis le paramètre estimé. Donc cette loi a posteriori, on ne va pas réussir à la calculer explicitement, et donc on cherche à l'approximer en cherchant dans une classe de fonctions plus simple. Donc cette classe de fonctions plus simple, c'est celle qui se factorise par rapport à chacune des quantités qu'il y a dans Z, tau et phi, et donc qui s'écrivent comme un produit de densité en alpha, les Zj, les tau k et les lambda k étoiles. Alors pour faire ça, on va avoir une stratégie d'optimisation alternée, on va dire, basée sur la minimisation de la divergence de Kullback-Leibler entre la vraie loi qu'on cherche et puis la famille de lois approximées. Alors, ce qui paraît bizarre quand on voit les choses écrites comme ça, c'est qu'on se dit la loi a posteriori, elle dépend de Y, certes, et dans la classe de fonctions qu'on considère, il n'y a pas de Y. En réalité, les solutions qu'on va obtenir à l'optimum, elles vont dépendre de Y. Même si ça ne se voit pas dans la notation, mais en réalité, Q alpha ne dépend pas vraiment que de alpha, on va le voir juste après. Donc ça va être, cet optimum, il va être obtenu par, minimisation alternée, on va dire, de la divergence de Kullback-Leibler en minimisant d'une part sur phi, et puis d'autre part sur les différentes fonctions en ayant fixé les autres. Alors, cet algorithme VBEM, il repose sur une minoration de la log vraisemblance marginale. Donc, je vous rappelle qu'on veut la maximiser par rapport à phi. Ici, on a une minoration par une quantité qui est complètement liée à cette divergence de Kullback-Leibler dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, simplement, ici, on a ignoré un terme. Et donc, ça fait intervenir cette espérance sous la loi par laquelle on approxime du logarithme du ratio entre la vraisemblance jointe et puis la densité approchée. Donc, comme je vous ai dit, ça va être une stratégie de maximisation de cette borne inférieure en alternant sur différents blocs. Alors, je vous donne une description à une échelle un peu grossière des blocs. En réalité, vous allez voir, les blocs, on va les redécouper plus finement que ça. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que on a on a des solutions explicites. Bon, c'est théorique, elles ne sont pas toujours si explicites que ça. Mais en tout cas, on a une solution, on a des écritures théoriques, des optimums à chaque étape. Et à chaque fois, ça a la même forme pour les variables aléatoires. On sait que la loi de la fonction approchée, Q, son logarithme, c'est obtenu par une constante dont on ignore parce qu'elle ne dépend pas de la variable z, plus l'espérance sous la loi qu'on a utilisée à l'étape précédente, donc l'espérance de la log vraisemblance jointe, où on prend l'espérance sur toutes les variables qui ne sont pas z. Là, on veut la fonction QZ qui approche qui approche la loi a posteriori par rapport à z. Et pour la déterminer, on prend l'espérance qui dépend. Alors, on prend la log vraisemblance, elle dépend de z, bien sûr. Elle dépend aussi d'autres variables et on intègre sur ces autres variables. Après, donc ça, c'était pour le logarithme. Après, on passe à l'exponentielle, donc à une constante près, on a la loi. Et puis après, on passe au bloc suivant. Donc, on passe au bloc tau et θ. Et cette fois,
ben, c'est le contraire. On va prendre l'espérance par rapport à Z et par rapport à la loi de QZ qu'on vient de calculer là juste avant. Et donc, on la réinjecte là-dedans. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de ces lois QZ et Q, taux et θ? Eh ben, on les réinjecte pour prendre l'espérance par rapport à ces variables Z, taux et θ, de la log probabilité jointe qui dépend de phi, et on maximise ça par rapport à phi. Et on a un nouveau phi qu'on va réinjecter maintenant pour réestimer Q, QZ, QT, Qtaux, et puis en boucle comme ça. Alors ça, c'est le principe général, mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a une formule en théorie explicite pour chacune des étapes dites E, qui consiste à calculer ces espérances des logs probabilité jointe. Alors, je ne vais pas vous assommer de formules, mais ça paraît peut-être un peu abstrait comme ça, donc je vais vous détailler seulement 2 points de l'algorithme pour que vous voyez qu'en réalité, c'est faisable, en tout cas dans le contexte du modèle que je vous ai présenté ici. Alors, je vous ai écrit ici la log probabilité jointe de toutes les variables. Et donc, le point clé, c'est de calculer l'espérance de cette log probabilité en fixant certaines variables et puis en considérant les autres comme aléatoires, et puis on prend l'espérance par rapport à ces variables. Donc, si on s'intéresse à l'un des taux K, on va isoler l'une des variables taux, donc on va prendre la KM. Donc, il y a une fonction, il y a un des facteurs de l'approximation variationnelle qui est associé à cette variable tau K, c'est Q tau K. Et donc, par la propriété que je vous ai indiquée dans le transparent précédent, on va obtenir cette loi. Alors, si on prend le logarithme, en prenant l'espérance par rapport à toutes les variables qui ne sont pas tau K de cette quantité-là, mais c'est leur espérance sous l'approximation variationnelle. Donc, on va prendre l'espérance par rapport à alpha sous la loi Q alpha. Donc, on regarde partout là où l'intervient alpha, il est là et il est là. Donc, on voit qu'il y a une interaction entre alpha et tau K. En fait, quand il n'y a pas d'interaction, tout ce qui ne dépend pas de tau K dans notre expression, ici, ça va rentrer dans la constante additive si on prend le log, ou la constante multiplicative si on prend l'exponentielle. Et donc, finalement, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. On va voir à la fin qu'on peut se permettre d'ignorer ces variables. Donc, concentrons-nous sur tout ce qui dépend de tau K. Alors, on a évidemment log de P de tau K sachant alpha. Alors, donc, du coup, là, ça fait intervenir la variable aléatoire alpha. Donc, il va falloir prendre l'espérance sous la loi Q alpha. Et puis, ils interviennent aussi de manière un peu cachée, ces tau K, dans les PJ. Les pi dépendent de taux. Donc, ici, on va considérer seulement les taux qui font intervenir tau K, donc qui sont là. Et puis, on a une espérance à prendre par rapport au ZJ, au QZJ. Donc voilà, on s'aperçoit à la fin qu'on sait calculer en fait le logarithme de Q tau K. Et puis là, on se rend compte qu'en réalité, on a un log de 1 moins tau K multiplié par des choses, et puis on a des logs de tau K multipliés par des choses. Donc on se dit, là, oui, on connaît ça, c'est une loi bêta. Et donc on identifie les paramètres. Voilà. D'un côté, on a ici, oui, donc ici on a la 1 plus la somme des QZJ, la partie qui multiplie log de tau K. Donc ça va être notre premier paramètre de la loi bêta gamma K, 1. Et puis le deuxième paramètre, on va avoir l'espérance de alpha plus la somme sur les QZJ. Et ça va correspondre à notre deuxième paramètre gamma K. Alors ces paramètres-là, on voit qu'ils font intervenir d'autres quantités en fait qui ne sont, donc ça ne fait pas intervenir, vous voyez, on l'a noté Q tau K, mais en réalité les paramètres de cette loi, ils dépendent des états cachés quelque part à travers les lois QZJ, et puis ils dépendent des hyperparamètres
S1 et S2 qu'on a maximisé ou qu'on a maximisé à l'étape M précédente. Et ici, on récupère, ce qu'on se récupère, en réalité, c'est la loi a priori qu'on avait choisie ici. Donc, c'est pour illustrer l'impact des choix des lois a priori. Si on veut avoir des facteurs explicites dans notre approximation variationnelle, eh bien, on a tout intérêt à prendre des priors conjugués pour ces lois-là, donc en l'occurrence pour la loi bêta. Alors pour les ZJ, oui, je ne sais pas si ça vaut bien le coup de détailler. Le principe est le même. Hein, on prend la log probabilité jointe, on laisse tomber tout ce qui ne dépend pas de ZJ, on prend l'espérance par rapport à tous les autres paramètres aléatoires qui restent. Donc ici, il reste le θ étoile ZJ, Qto, et puis on a une expression, voilà. Pour Q de ZJ, c'est une loi discrète hein, ici. Donc là, la constante de normalisation ne pose pas de problème. Alors, simplement, pourquoi j'ai mis ce transparent, c'est surtout pour vous montrer que là, on a bêta chapeau qui intervient. Ce qui est très intuitif parce qu'en fait, bêta, il sert à quoi? Il sert seulement dans la loi jointe des ZJ. Donc, on s'attend à le retrouver dans le facteur d'approximation variationnelle QZJ. Donc, le bêta chapeau, on l'a estimé en réalité dans l'étape M, parce que c'est un paramètre déterministe, dans l'étape M précédente. Et alors là, c'est là où il y a, alors je détaille un petit peu cette étape M, comment ça se passe concernant bêta. Et c'est là où c'est un peu douloureux parce que, alors je me rends compte que je suis un peu plus long que ce que j'aurais voulu, donc je vais peut-être pas tout à fait détailler tout. Donc là, en réalité, on a une quantité qui fait, on a notre espérance sur QZ Qto de la loi jointe à maximiser. Le problème, c'est qu'il y a cette constante de normalisation dans la loi jointe qui fait intervenir bêta. Et donc, dans le calcul du gradient, on utilise des petits trucs pour quelque part l'éliminer. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, on peut se ramener au calcul de l'espérance du gradient de la fonction potentielle V qui est ici, celle qui intervient au numérateur hein, du champ de Markov, et puis l'espérance sous la loi, la vraie loi a priori, avec le vrai, le vrai P de Z sachant taux, le vrai champ de Markov de paramètre bêta. Et bêta, c'est la variable muette, hein, c'est celle par rapport à laquelle on va essayer de dériver. Donc, on prend l'espérance de ce même gradient de bêta. Bon, en réalité, ce qu'on voit, c'est que cette fonction V, elle est linéaire par rapport à bêta. Donc, quand on prend le gradient, eh ben, on va se récupérer une constante ici, qui est 1/2 somme des delta ZI égale ZJ. Et puis, quand on va la dériver deux fois, eh ben, ça va s'annuler. Donc, ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont égaux à 0 ici. Ce qui n'est pas égal à 0, c'est ici, parce qu'en réalité, bêta intervient deux fois. Il intervient dans la proba et dans le gradient. Et puis ici, on a l'espérance d'une variance. En réalité, bon, dans la dérivée seconde, on a 0, 0. Et puis, on a l'espérance d'une variance, donc quelque chose de positif qui est, bon, pourquoi je vous mets ça, c'est simplement pour montrer que la fonction qu'on veut maximiser, elle est concave, donc ça, en théorie, ça devrait bien se passer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas calculer ces choses-là. Donc, on est obligé de faire des approximations supplémentaires dans les espérances sous la loi P de Z, sachant taux et bêta. Et donc, on fait des approximations type champ moyen. Et puis, on fait le truc qu'on dit toujours aux étudiants de jamais faire, mais nous, on se permet un petit peu de le faire, c'est qu'on dit que l'espérance, en gros, l'espérance de log de P sachant taux, c'est le log de P de l'espérance sachant taux.
on inverse le signe, là on inverse les fonctions espérance et puis log. Alors, donc, ça fait beaucoup d'approximations comme ça. Est-ce que tout ça, ça marche bien? Là, c'est une question qu'il faudra se poser. Donc, bon, je ne vais pas trop détailler. Si on a étudié 3 types d'approximations. Il y a une approximation qui paraît la plus fine, mais elle a la mauvaise propriété de ne pas garder la propriété de concavité de la fonction qu'on voulait maximiser par rapport à bêta. Donc, on a des fois des petits problèmes. Là, c'est la dérivée qu'on montre. Donc, normalement, elle devrait être décroissante, cette fonction, mais en réalité, elle n'est pas décroissante. Et puis, on a d'autres approximations qui, elles, sont moins fines, mais en réalité, elles peuvent mieux marcher des fois parce qu'elles restent décroissantes. Bon, je ne vais pas vous assommer trop avec ça. On va plutôt passer à l'application et à la discussion, qui sont les parties les plus intéressantes. Donc ça, c'est le même graphe que tout à l'heure, hein, avec les données, les prédicteurs, les ratios. Et puis là, la segmentation qui est donnée par notre algorithme. Donc on voit que on retrouve un petit nombre d'états. Donc là, en gros, si on néglige quelques états, quelques valeurs de niveau de risque qui se retrouvent dans une seule région, qui sont des types d'outliers, on a essentiellement 3 niveaux de risque qu'après on peut interpréter spatialement. Donc il y a le centre en gris, on ne le voit pas très bien. Et puis après, il y a les différentes parties de la banlieue. Hein. Il y a la partie nord-ouest, sud-ouest, et puis la partie est, et puis centrale ou sud-ouest. Donc là, le niveau de risque le plus élevé, c'est les régions grises. Le deuxième, c'est les régions rouges. Et puis le troisième, c'est les régions oranges. Et alors, on peut plus ou moins essayer de comprendre ce que ça fait en termes de lien entre le nombre d'accidents et la taille de population, puisque, suivant notre hypothèse, c'est une loi de Poisson, donc l'espérance, ça devrait être le niveau de risque fois la taille de population. Et donc, ça revient à découper le graphe de points taille de population, nombre d'accidents en droite. Voilà. Et la pente, c'est le niveau de risque. Alors, pour valider ça, une possibilité pour interpréter déjà ce qui se passe, c'est d'utiliser des autres covariables et de voir comment elles se discriminent suivant les niveaux de risque. Donc, on voit que le niveau de risque le plus élevé, il est associé aux plus grandes tailles de population, à un trafic absolu, donc c'est-à-dire nombre de voitures fois le nombre de kilomètres, un trafic absolu qui est faible, une densité de trafic qui est plutôt moyenne, je crois, et une surface qui est faible. Voilà. Et puis après, etc. En fait, il y a des gradients. Après, donc, on voit qu'il y a un gradient décroissant sur la population par rapport au niveau de risque, un gradient croissant par rapport aux surfaces et par rapport au trafic absolu. Après, pour la population, ça peut paraître un peu bizarre parce que si vous vous souvenez, la population, on avait déjà normalisé le niveau de risque par la population, puisqu'on a dit ici, le nombre d'accidents, c'est proportionnel au niveau de risque et à la population. Donc, c'est assez surprenant qu'on se repaye ici un effet population. Ça suggère sans doute qu'il n'y a pas un effet linéaire. Hein. Donc, voilà, il faut peut-être un petit peu revoir notre copie et rajouter quelque chose qui ne soit pas directement enfin la population comme prédicteur. Voilà. Alors, je vais conclure sur l'application, je viens de le faire, hein, mais plutôt sur le modèle et l'estimation. Donc, ici, un peu les points forts de l'approche, c'est qu'il y a une sélection implicite du nombre de clusters grâce à cette introduction du processus de Dirichlet. Et finalement, c'est l'a posteriori sur la valeur de K qui est mis en valeur ici par le choix d'un nombre très restreint de clusters. Après, c'est très rapide. Hein, pour faire tourner cette application, ça a pris 40 secondes sur mon portable. Donc, par rapport à du MCMC, c'est très rapide. A fortiori, si on voulait en plus choisir le nombre d'états par des méthodes assaut réversibles.
Et puis, donc, c'est un modèle qui est hiérarchique avec des briques qui sont bien séparées, en fait, hein. Il y a la brise au processus de Dirichlet, la brique champ de Markov et la brique loi de Poisson. Donc, c'est assez facile de remplacer la loi de Poisson par autre chose. En tout cas, tant qu'on reste dans la famille exponentielle et qu'on prend des lois a priori conjuguées, on va avoir des fonctions Q explicites. Voilà. Donc, les perspectives, alors en termes de modèle, c'est d'introduire des données manquantes. En réalité, je l'ai déjà fait, je n'ai simplement pas programmé. Mais c'est d'étendre ça à des modèles multivariés, des comptages multivariés, par exemple pour application en écologie, ou des modèles, ou mieux, des modèles de régression multivariés, et encore mieux, votre JSDM favori. Et puis aussi la possibilité d'avoir des augmentations de zéro, des comptages, enfin des lois surdispersées pour les comptages, et puis voir l'effet d'autres a priori sur les paramètres des lois conditionnelles des observations, sachant les états. Donc, plutôt qu'un processus de Dirichlet, voir ce que ça donne avec un Pitmanior. Bon, sachant que c'est déjà programmé, Pitmanior, mais je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Et donc, le plus intéressant, je pense, c'est ça, c'est est-ce que c'est intéressant en écologie? Donc, je dis quelques mots, puis après, c'est vous qui allez prendre la suite. Donc, à quoi ça peut servir? Alors, ça sert de manière évidente quand ce qu'on cherche, c'est à faire du clustering spatial, de la segmentation, par exemple, pour trouver des frontières où il y a des ruptures dans des modèles. Au premier ordre, ça peut déjà répondre à la question est-ce qu'il y a de l'homogénéité spatiale? Parce qu'en fait, la première fois où on a utilisé ce modèle, c'était sur des données d'encéphalopathie spongiforme bovine en France. Et qu'est-ce que ça nous a sorti? Ça nous a sorti une seule classe. Ou alors le suboptimal, il y avait deux classes. Il y avait la France continentale et la Corse. Donc, quelque part, c'est un peu décevant pour nous. Mais après, ça montre que s'il n'y a qu'une classe, ça la trouve, quoi. Donc, c'est pas mal pour valider le fait que vous n'avez pas besoin de prendre enfin, c'est un peu bête, on pourrait dire, d'utiliser un modèle très complexe pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'utiliser un modèle très complexe, mais bon, peut-être c'est intéressant quand même. Après, l'autre chose intéressante, c'est que, en fait, si vous incorporez cette fois comme loi d'observation un JSDM, ça peut essayer de montrer s'il y a de l'hétérogénéité dans le rôle des facteurs biotiques ou abiotiques, c'est-à-dire en fait est-ce que votre paramètre bêta il est constant ou pas spatialement, et puis est-ce que votre modèle d'interaction entre espèces il est constant ou pas spatialement. Un autre point, c'est celui de l'agrégation spatiale et l'erreur d'estimation en écologie. Alors ça me vient d'un article, d'un chapitre de Wakefield et Lyons. Et alors, pourquoi ça s'appelle écologique? C'est en fait quand on mesure des données dans des conditions écologiques. Alors eux, ils font ça avec des données médicales. Et conditions écologiques, ça veut dire qu'on ne contrôle pas le prédicteur. Voilà. Il n'y a pas de plan d'expérience, on a choisi des valeurs pour notre covariable X. Alors, l'agrégation, c'est quoi? C'est quand on a un modèle qui a du sens à l'échelle individuelle, mais on n'a pas des données individuelles, on a des données agrégées. Donc, par exemple, au lieu d'avoir à un site L des données YJ pour plusieurs individus J, eh ben, on a une moyenne, par exemple, Y bar L. Donc ça, si notre modèle il est linéaire, il n'y a aucun problème à faire ça. Par contre, si on a des GLM, eh bien, si on veut, disons, modéliser l'espérance de YJ à travers ici une exponentielle de bêta 0 plus bêta 1 fois notre covariable, eh bien, si on n'a que la moyenne empirique, on pourrait tenter d'utiliser le même modèle. Donc de dire notre Y bar, on va le modéliser comme en espérance une exponentielle de 1 bêta 0 tilde, parce que ce n'est pas le même que celui d'avant, et puis un bêta 1 tilde fois la covariable moyennée elle-même. Alors qu'en réalité, si on était revenu au modèle individuel, eh ben, l'espérance, ce serait la moyenne empirique des espérances, donc 1 sur n exponentielle de bêta 0 plus bêta 1x.
Voilà. Donc ça, si on s'en tient à ça, eh ben, on commet une erreur d'estimation qui est en fait d'autant plus faible que la variable du prédicteur est faible. Donc on pourrait dire, ben, on va en fait faire des zones où les prédicteurs sont relativement homogènes pour réduire cette erreur de biais. Alors cette erreur de biais, est-ce qu'elle se rencontre dans les JSDM? En fait, je me suis jamais posé la question sérieusement, mais en réalité, s'il y a des interactions entre espèces, c'est probablement qu'il y a des interactions entre individus. Et donc, on pourrait se dire que les données de comptage, en fait, c'est des données agrégées elles-mêmes. C'est des données agrégées par des observations d'individus qu'on a agrégées en comptage. Et puis, l'autre perspective d'application, alors ça, je ne maîtrise pas très bien ce que je dis, mais enfin, donc il a été montré que valider des modèles de prédiction quand c'est spatial, ça demande de prendre des précautions supplémentaires si on veut bien, si on veut estimer sincèrement l'erreur de prédiction. Donc pour ça, ce serait peut-être, pour mieux maîtriser le schéma de validation croisée, ce serait peut-être possible de découper l'espace en zone homogène et d'en tirer parti pour faire le plan de validation croisée. C'est les perspectives que je vois, et puis après, merci pour votre attention, et puis je brûle d'impatience d'avoir votre avis sur la question. Merci Jean-Baptiste. Malheureusement, certaines personnes sont déjà parties. Je laisse la parole à ceux qui sont toujours là et après j'interviendrai moi. Jérémy, Catherine, Fabrice. Alors, j'avoue que c'est délicat, c'est Catherine qui parle. C'est délicat de prendre la parole, je la prends parce qu'il y a un grand silence, mais j'avoue que j'ai été perdue, moi, dans ton exposé, Jean-Baptiste. Je ne sais pas comment tu fais pour t'y retrouver dans toutes les notations qui sont présentes, mais pour des personnes comme moi qui sont béotiennes du traitement spatial des données, ça a été très compliqué à suivre. Donc, je crois que je vais m'abstenir de poser des questions. Je reprendrai ce que tu as exposé en essayant d'un peu enregistrer calmement toutes ces notations. Mais voilà, pour moi, je ne peux pas poser de questions parce que ça a été un petit peu compliqué pour mon niveau de connaissance. Voilà. Alors oui, je m'excuse d'avoir fait des choses un peu trop, peut-être un peu trop techniques, et j'aurais peut-être pu vulgariser plus, mais on peut profiter du fait qu'il n'y a pas trop de questions, peut-être pour que je t'explique, que je revienne sur une partie, si ça peut aider. On peut partir de l'application, parce que ça, c'est peut-être un truc parlant. Moi, ce que j'ai trouvé assez clair, c'est que dans les approches classiques qui sont effectuées, c'est de rajouter un effet aléatoire spatial pour modéliser l'abondance des espèces. Donc, en fait, tu fais X bêta plus un effet spatial. Tandis que là, tu structures complètement différemment la dépendance spatiale. Et je pense que c'est très intéressant pour essayer de comprendre comment les espèces comment les espèces peuvent réagir à l'environnement. Je trouve que ça, c'est une vision très différente de ce qui se fait classiquement. C'est-à-dire qu'en gros, l'environnement agit globalement sur l'ensemble des espèces, plus un effet spatial. Tandis que là, c'est l'environnement va être regroupé spatialement. Enfin, si j'ai compris les choses. C'est ça, c'est ça. Et en fait, une idée, c'est notamment que l'environnement, il n'est pas parfaitement décrit par un nombre fini de covariables. Donc, quelque part, si on veut modéliser les facteurs abiotiques,
il reste des variables non expliquées et donc, des variables, il reste des facteurs de confusion, c'est ça que je veux dire en fait. Si nous manque des variables explicatives, vu qu'il y a de la dépendance spatiale, c'est un facteur de confusion. Et peut-être une manière de réduire ça, c'est de dire il y a un facteur latent qui a un type d'environnement et celui-là, il peut être partagé dans plusieurs sites. Après, il n'y a pas de contradiction à utiliser un modèle de Markov caché et des effets aléatoires spatiaux. En fait, on pourrait, ou même des facteurs latents. On pourrait tout combiner, quoi. Je ne sais pas si c'est intéressant. C'est-à-dire que tu pourrais rajouter en plus une structuration qui mettrait de la dépendance entre tes... Enfin, là, j'ai un peu du mal à comprendre. C'est-à-dire que tu pourrais rajouter un effet aléatoire spatial de type conditionnel autorégressif, par exemple. Ouais, mais je ne sais pas à quoi ça servirait. Ben, moi non plus. En fait, moi, si tu veux, je trouve que c'est intéressant dans le sens où tu arrives à partitionner ton espace et le rendre homogène. Et ça, je pense que par rapport à ce que tu présentes là dans Ploton et Tal, que je connais relativement bien, c'est exactement la question qui se pose, quoi. Je pense qu'on essaie d'estimer des structures de biomasse à des échelles qui sont tellement grandes qu'en fait, on gomme tout. Et on cherche la structuration peut-être un peu plus fine qui permettrait d'extraire des variables environnementales qui prédisent quelque chose. Oui. Alors, quand on est à une échelle très, 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 très grande, ben finalement, on n'est pas capable de distinguer quoi que ce soit, quoi. Oui. Alors d'ailleurs, il y a un article que je n'ai pas le droit de citer, mais tu vas le reconnaître, Fred. Il y a Maxime Réjou-Méchin, il y a toi dedans. Unwilling, oui, je connais, oui, oui, oui. Où à un moment donné, il y a ça, on voit apparaître une cartographie de la forêt africaine avec une coloration et une caractérisation en termes de plusieurs variables. Oui, je vois de quoi tu parles. Mais ça, on pourra discuter parce que je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus aussi, quoi. Ouais. Après, donc l'aspect qui est encore sur le transparent, là, sur l'agrégation de données, c'est quelque chose qui a été étudié spécifiquement en écologie ou pour des données d'interaction, par exemple, ou pas? Je ne sais pas trop. Là-dessus, il faut que j'y réfléchisse beaucoup. Mais peut-être que les autres ont des informations là-dessus. Mais je pense que, par exemple, ce genre d'approche serait intéressante pour d'autres, à combiner avec d'autres approches comme celle que développe Julien, par exemple. Je ne sais pas si tu es là, Julien, et si tu as envie d'intervenir ou pas du tout. Oui, je suis là, oui. Parce que c'est une façon de structurer l'espace, quoi. Donc de faire du mélange et donc de partitionner l'espace pour ensuite, par exemple, avoir un modèle spécifique. Oui, l'objectif, c'est de prendre une partie de la variabilité de l'espace dans les groupes, ouais. Oui. Bon, enfin, en tout cas, vous l'avez compris, c'est un appel à collaboration si vous pensez que c'est pertinent, enfin, creuser la question en tout cas. Je te recontacterai, moi, parce que je pense qu'il y a des choses dans les spatio-temporels, beaucoup de choses à faire là-dessus qui seraient très intéressantes. Notamment, il y a des algorithmes pour détecter des utilisations des sols, avec des algorithmes de type BFAST ou des choses comme ça, où je pense qu'il y a effectivement des choses à prendre en compte dans le spatial qui ne sont pas prises en compte quand tu suis des séries chronologiques, des séries temporelles d'utilisation des sols ou des données satellitaires ou des choses comme ça. Et je pense que ça reprend un peu
l'exemple au tout début, quand tu donnes… C'était Kai, je crois. je ne sais plus quel détail, mais l'idée du spatio-temporel, ça serait un peu de suivre, si tu veux, des séries chronologiques et puis de mettre au-dessus un processus spatial qui génère un peu tout ça, quoi. Oui, oui, oui. Ben là, tu Voilà. pourras aller voir la biblio si tu veux. C'est l'article de Kai 2014, là, le dernier. Oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Je pense qu'il y a des choses à faire avec ce que tu proposes, quoi. Oui. Bien, il est 11h32. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les gens sont là mais sont partis? Ou est-ce qu'on arrête là et voilà. Non, non, on est resté. Mais j'ai pas de. Oula. On est là, je suis là, on est resté. Il y a pas de- Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non, désolé.